j'aime bien reprendre les choses. Donc, je suis avec Monsieur Martinez, Richard, et bon, vous êtes kinésiologue. Kinésiologue. Alors, étymologiquement, ça signifie la science du mouvement. La science du mouvement, c'est la même racine que cinéma, cinétique, et même kinésithérapeute d'ailleurs. Mais bon. Et alors, finalement, est-ce que ça signifie que les gestes peuvent guérir ou comment ça se passe? Expliquez-nous la démarche thérapeutique qui découle de la kinésiologie. Eh bien, ça me vient d'un monsieur qui s'appelait Goodhart, un Américain, qui était chiropracteur et qui, en fait, s'est beaucoup intéressé aux muscles et à les moyens de les rééquilibrer, d'où effectivement le nom de kinésiologie, hein, parce que les muscles nous aident à nous mouvoir. C'est les muscles, d'accord, oui. Oui, c'est les muscles. Donc les muscles peuvent être noués, c'est ça? Alors, il faut les nouer, il faut les dénouer. Effectivement, ils peuvent être noués, ils peuvent être affaiblis. Et en fait, lui, il a trouvé certaines techniques qui nous permettent effectivement de rééquilibrer le tonus musculaire. Et donc, à partir de là, il s'est rendu compte que les muscles répondaient au stress aussi. C'est-à-dire que si vous pensez à quelque chose d'un peu douloureux pour vous, eh bien vos muscles vont se relâcher. Si vous pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne de la joie, les muscles vont être tonifiés. Ah d'accord, donc voilà. Le relâchement est lié au stress. On aurait pu penser qu'éventuellement le stress nous crée une tension, mais en réalité non. En fait c'est l'inverse. C'est l'inverse. D'ailleurs, lorsque vous avez une mauvaise nouvelle, par exemple à annoncer à quelqu'un, vous prenez la précaution de la faire asseoir, par exemple, pour qu'il tombe à la reverse. Mais d'ailleurs, le mot énervé lui-même est assez ambigu, parce que énervé, on croit que ça veut dire être nerveux, mais le mot énervé veut dire avoir perdu ses nerfs. Oui, donc parfois c'est le contraire. J'ai été très énervé, ça veut dire en fin de compte, j'étais complètement, je me suis relâché finalement. Mais il y a une ambiguïté dans le langage, effectivement. Donc effectivement, si je suis stressé, je ne suis pas dans le tonus. Si je suis stressé, eh bien en tout cas il y a un je suis dans la tension. Il y a un phénomène qui fait que les muscles ne verrouillent pas, on va dire. Ah oui, d'accord. C'est ça. Ils ont une capacité de verrouillage automatique aussi bien en contraction qu'en extension. Et aussi bien en extension qu'en contraction, lorsqu'il y a du stress, les muscles ne verrouillent pas. Et l'atonie. Voilà, une espèce d'atonie. Ah, je ne savais pas, oui, d'accord. Il y a un relâchement musculaire. Donc, inversement, comment peut-on guérir le mental en travaillant sur le corps ou guérir le corps en travaillant sur le mental? Oui, en fait, on parle plutôt d'équilibration. Hein, oui, on rééquilibre donc, grâce aux muscles, parce qu'on parle effectivement de la structure. Alors ce monsieur Goodhart s'était rendu compte, puisqu'il était aussi acupuncteur, que lorsqu'il tonifiait certains muscles qui étaient faibles, automatiquement, ça rééquilibrait l'énergétique. Oui, d'accord. C'est qu'on peut tonifier le muscle, même si la situation de la personne n'est pas tonifiante, en quelque sorte. C'est-à-dire même s'il est dans une période de stress, où il aurait tendance à relâcher ses muscles, on va quand même les tonifier, et donc ça va relancer sa dynamique intérieure, psychologique. C'est un petit peu ça. Ils s'en sont rendus compte parce que dans l'acupuncture, ils ont un outil de biofeedback qui est très intéressant, c'est les pouls. Ils prennent les pouls, et avec les pouls, ils peuvent se rendre compte de la circulation de l'énergie dans le corps, quel est l'état de cette circulation d'énergie dans les différents méridiens. Oui. Donc ça, effectivement, il était facile ensuite de vérifier que tonifiant tel muscle s'agissait sur tel méridien. Et donc ça a permis de faire une espèce d'état des lieux. C'est plus pointu, oui. D'état des lieux. Et on sait maintenant que tel muscle agit sur tel méridien, qui agit sur tel organe, qui agit sur telle vertèbre. Donc il y a tout un jeu de correspondance. Est-ce que ça signifie qu'on peut jouer, on peut par l'acupuncture, en travaillant sur le méridien, on peut retonifier ce méridien en particulier Alors, en travaillant sur le méridien, on peut effectivement retonifier aussi la musculature éventuellement. Et est-ce que chaque méridien correspond à des stress particuliers ou à des tensions? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les Chinois, les
Chinois anciens avaient déjà cartographié les méridiens et donc travaillé sur toute la symbolique des méridiens. Donc nous connaissons aujourd'hui la symbolique qui va avec chacun des méridiens. Par exemple, le méridien de l'estomac est lié au contentement, à la satisfaction. Le méridien de la hâte va être plus lié au souci excessif. Donc on peut être tonifié sur un certain sujet et relâché sur un autre sujet. Voilà. C'est compliqué alors effectivement au niveau des signaux. Lorsqu'on a des soucis, quelque chose nous préoccupe, et selon effectivement ce qui nous occupe ici et maintenant, nous allons avoir certains circuits neuromusculaires qui vont se relâcher, qui vont être plus faibles, qui vont consommer plus d'énergie et qui vont pomper l'énergie des autres muscles, des autres méridiens. C'est ça. Voilà. Et vous-même, alors est-ce que vous avez est-ce que ça demande des talents particuliers pour capter toute cette géographie des méridiens et des tonus Alors déjà, il y a une partie d'apprentissage, évidemment, méridien, muscle, c'est une partie d'apprentissage. Et ensuite, il y a un coup de main à prendre, il y a quelque chose à acquérir sur la manière de bien tester. Eh oui. Voilà. Donc bien effectivement. Mais ça n'implique pas un entretien préalable. Vous ne demandez pas à la personne quels sont ses problèmes. Si, bien sûr. La personne vient nous voir avec ses problèmes. Donc ça vous met déjà sur la piste de certaines recherches, certains méridiens. Voilà, éventuellement déjà. Ah oui, d'accord. Mais en fait, ce qui nous intéresse quand même, c'est le dialogue avec le corps. Donc effectivement, il y a à la fois le discours avec la personne et le discours avec le corps. Il va y avoir les deux niveaux. Par exemple, si on a eu un chagrin d'amour récent, ça va affecter quelle partie de nos méridiens? Déjà, ça va nous affecter au niveau du muscle sous-scapulaire, en fait, qui correspond aux émotions profondes, déjà. Et éventuellement, ça peut en affecter d'autres, bien entendu. Donc là, on est atteint à ce niveau-là, on est touché à ce niveau-là, et vous pouvez le noter, ou bien c'est la personne qui vous dit qu'elle l'a, que vous vérifiez. Non, mais la personne est bien avec sa problématique, oui. Quelle qu'elle soit. Voilà. Et cette problématique-là, en discutant avec la personne, on va tâcher de la transformer en un objectif positif à atteindre. Ça, c'est le coaching. Oui. Qui recouvre bien la problématique. Et une partie, effectivement, d'accompagnement. D'accompagnement comme ça, de manière à, effectivement, à ne pas se tromper d'objectif dont on va travailler. Et ensuite, dans le travail de la kinesiologie, on va venir vérifier tout ce qui fait barrage, blocage, parasitage, etc., qui nous empêche d'aller vers cet objectif. Voilà, grosso modo, comment on travaille. Après, les techniques, elles sont très très diverses. Alors, moi, j'ai quand même des questions qui me viennent à l'esprit au niveau déontologique. Enfin, je veux dire, quelqu'un est affecté par quelque chose qui s'est produit dans sa vie. On va réparer cela au niveau de l'impact que ça a eu sur lui. Mais on ne va pas changer ce qui s'est passé. Ou est-ce que quelque part, il y a une interaction en transformant son mode de fonctionnement, on va également modifier ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça, on ne va pas le changer, c'est clair. Ah, on va pouvoir agir dessus. Oui. C'est-à-dire que, grosso modo, notre passé nous affecte ici et maintenant, aujourd'hui. D'une certaine manière, ça nous empêche d'aller vers certains objectifs, ça va nous filtrer, ça nous filtre notre présent aussi. Le passé nous filtre notre présent. Tant que, effectivement, les blessures sont encore ouvertes, c'est pas parce qu'elles sont liées ou refoulées dans l'inconscient, dans la subconscient, qu'elles ne sont pas actives, elles sont toujours actives. Donc en fait, avec le test musculaire, on va aller chercher ces blessures, ces choses qui nous bloquent ici et maintenant dans notre présent, par rapport effectivement à cet objectif. Et lorsque, donc on va faire ce qu'on appelle une récession d'âge. On va partir dans les mémoires du corps, on va investiguer dans les mémoires du corps et trouver ce qui nous bloque par rapport à l'objectif dans notre passé et qui nous bloque dans notre présent ici pour aller vers notre objectif. Il peut y avoir par exemple des phénomènes qui créent des échecs chez nous dans notre comportement, et qui pourraient expliquer éventuellement. Donc finalement il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons provoqué les problèmes dont nous souffrons et les difficultés et les crises par lesquelles nous passons. Alors c'est souvent ce qui se passe, tout simplement parce que nous avons un espèce de besoin de cohérence. Lorsque vous prenez par exemple un enfant battu, d'accord, quelque part, il va créer... Il va projeter partout. La croyance, c'est ça. Et projeter cette croyance que l'amour, ça va aussi avec les coups.
Ça crée du sadomasochisme. Et ça va trouver la tête, effectivement. Il va créer en fait lui-même quelque part un espèce Et les gens sentent ça, eux-mêmes, quelque part, les autres, quand ils le rencontrent, ils sentent ça, et il peut reproduire les mêmes situations. Voilà, il y a une espèce de reproduction. Une espèce de système de reproduction. En bien comme en mal, d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est un petit peu comme si le petit enfant qui était, qui a vécu ce qu'il a vécu, s'est fabriqué déjà ses propres croyances sur la vie et le monde. Et vous pouvez empêcher ce phénomène de reproduction, quelque part, en modifiant sa structure physiologique. On va venir dans les mémoires du corps, puisqu'on est tombé à la source de la mémoire, à l'âge de la mémoire. On a bien identifié la problématique et la situation, en fait. À partir de là, on va vérifier quel est le meilleur outil qui va nous permettre de rééquilibrer à cet âge-là et dans les mémoires. Donc on va déjà rééquilibrer les mémoires du corps dans le passé de la personne, et ensuite on va revenir vers le présent en apportant du positif dans le présent. Mais cette notion de mémoire du corps, elle est quand même pas facile à comprendre. Comment vous arrivez à accéder à cette mémoire, à ouvrir cette mémoire? En fait, le corps, excusez-moi, voilà. Le corps se souvient de D'accord, oui. C'est ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient, je sais pas. Il y a des traces de tout ce qui s'est passé, oui. Il y a vraiment une trace absolument fabuleuse de tout ce qui s'est passé. D'accord. Et vous êtes capable de capter, vous êtes comme un peau rouge qui retrouve les traces. Voilà, c'est un petit peu ça, on va venir investiguer, mais les traces des blessures, les stress vécus, etc., même si ça a été oublié par la personne, même si elle... oublié par la personne, la mémoire, elle est toujours là. Donc là c'est l'inverse, c'est vous qui constatez quelque chose, et vous revenez au phénomène, à l'événement lui-même. Enfin, je veux dire. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir avancer, c'est ce que font la plupart des personnes. Amnésie. On rentre dans une espèce d'amnésie, on va retrouver des choses qui sont trop blessantes pour nous. D'accord? Donc on les refoule, on les nie, etc., et on avance. Ces choses-là continuent d'être présentes. Oui. Okay, et ce qui se passe souvent, c'est que dans la vie, on va retrouver des événements, en fait, voilà. qui éventuellement ressemblent ou qui sont proches de ce qu'on a vécu. Oui. Et ça ravive. Et tant que ce n'est pas effectivement guéri, quelque part, tant qu'on n'a pas fermé la page sur ces blessures, ça va se reproduire. Et ben on va avoir tendance à reproduire. Ça va se reproduire à la fois parce qu'on va le faire et parce que les gens eux-mêmes, autour de nous, vont entrer dans notre propre schéma ancien. Et voilà, c'est tout à fait ça. Parce que les gens sentent très bien qui vous êtes, finalement, quelque part. On sent très bien comment la personne et comment les gens instinctivement savent à peu près à qui ils ont affaire, et donc ils vont exploiter cette connaissance qu'ils ont de la personne pour. Les manipulateurs vont tomber sur des gens qui sont naïfs, oui. Qui sont des victimes déjà. Oui. C'est-à-dire la victime appelle le manipulateur, appelle le oui. Mais enfin, effectivement, ça nous laisse un peu sur notre main parce qu'on se demande vraiment quelle méthode. Vous savez, quand on parle de revenir en arrière, on pense par exemple à la scientologie. À la régression. Enfin, c'est très mystérieux ce domaine de la régression. Moi, je suis historien, je sais ce que ça veut dire que revenir en arrière. Mais là, on peut comprendre intellectuellement ce que ça veut dire que porter la mémoire de sa vie dans son corps. Mais on ne comprend pas très bien comment quelqu'un est capable de dépister tout ça. Ça s'apprend. Vous allez ausculter la personne. Vous allez comment vous allez avoir comment vous allez faire apparaître ces traces dans votre perception. On va utiliser le test musculaire. Le test musculaire. Qui nous sert de biofeedback. Ah, c'est quoi le test musculaire? Lorsque je vous ai expliqué tout à l'heure que les chiropracteurs s'étaient rendus compte qu'effectivement un mot positif, par exemple, va venir renforcer éventuellement un muscle faible, oui. Et un mot négatif, tel que blessure, mort, violence, va venir relâcher les muscles. Oui, ça on a compris. Ça permet en fait d'avoir un outil de biofeedback. Vous voyez? Ah, donc vous lancez des mots à la personne, par exemple, et vous voyez comment elle réagit. Par exemple, vous tenez la main de la personne, et puis vous dites, vous lancez. Non, je plaisante, on va dire. J'imagine à tort. C'est-à-dire, vous faites des tests. Donc,
vous utilisez le langage pour voir comment il réagit à ce que vous dites. C'est comme un détecteur de mensonges. Par exemple, mais on n'est même pas obligé de ça, vous savez. Non. On peut tout simplement partir en récession d'âge de la personne. Oui. Avec la personne, puis à un moment donné, en fait, le muscle va répondre parce qu'à cet âge-là précis, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et comment comment pratique-t-on excusez-moi, je suis très ignorant. Comment pratique-t-on une récession d'âge? C'est très simple. C'est très simple. En fait, on part de l'âge de la personne, on part de son objectif, oui. de sa problématique, d'accord, qui est positive, d'accord. À partir de là, on va venir investiguer dans la mémoire avec le test musculaire, tout simplement, descendre d'âge en âge, et à un moment donné, on lance les âges à la personne, on dit vous avez 50 ans, vous avez 38 ans, vous avez 25 ans. C'est beaucoup plus simple que ça même, on va simplement... Un peu plus tôt, un peu plus... Voilà, on va, comme si on faisait une recherche. Par exemple, on peut aller de 10 ans en 10 ans. De 10 ans en 10 ans. D'accord. Et à un moment donné, par exemple, on va faire... supposons que ça fait une personne qui a 50 ans. Partir de 60 à 50, 50 à 40, 40 à 30. Ah, il a 40 à 30 par exemple, hop, le muscle va baisser. Donc ça veut dire que la personne est capable de se reporter à cet âge-là, de revenir à cet âge-là? Si je dis à quelqu'un, vous êtes entre 30 et 40 maintenant, elle va vraiment se mettre dans cet état-là? En fait, c'est un petit peu comme si le corps se mettait au diapason. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le temps n'existe pas. Il n'y a que pour le mental que le temps existe. Pour l'émotionnel, le temps n'existe pas. C'est toujours ici et maintenant. Elle n'a pas à être mise sous hypnose pour faire ça. Elle n'a pas besoin, la personne. Je dis à la personne, par exemple, je dis à quelqu'un, voilà, mettez-vous dans l'état où vous étiez il y a 10 ans, son corps va s'y mettre spontanément? Non, simplement ça va se faire tout seul. Mais la personne reste consciente, donc c'est beaucoup d'accord. plus dangereux que bon, d'accord. les sondages et des choses comme ça. Il n'y a pas, on n'est même pas obligé de rentrer dans des phénomènes où la personne elle exprime ses émotions très fortement. C'est même pas la peine. Non, il suffit de lire ce qui se passe dans son corps à ce moment-là. Simplement, ça nous permet en fait, d'abord, on va lui apporter une réponse de son corps, et donc la personne, ça lui permet à elle-même de se réconcilier avec son corps aussi. Par exemple, si vous me dites à moi tout d'un coup, mettez-vous dans l'état où vous étiez il y a 20 ans. Ça vous aura du mal. Comment? Vous aurez un petit peu de mal. Eh bien, vous allez voir que je vais être différent, je vais avoir des réactions différentes d'aujourd'hui. Vous allez me photographier comme j'étais il y a 20 ans. Oui, mais c'est juste la mémoire. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, mon corps va avoir des réactions différentes qui sont celles qui correspondent à ce que j'étais il y a 20 ans. C'est pas forcément obligé, mais par contre, le stress, oui. On va bien se rendre compte et on aura les moyens de se rendre compte qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait du stress. Parce que on va utiliser, disons, un outil avec le test musculaire qui va nous permettre de savoir s'il y a un petit peu de stress ou beaucoup de stress. Vous voyez? Et donc, ça va nous permettre d'évaluer. D'accord. Donc, à partir de là, on va aider avec la personne à retrouver l'événement. Oui, voilà. Oui. Parce que c'est bien ça le problème, c'est que souvent, la personne ne fait pas la relation de ses problèmes d'ici maintenant aujourd'hui et son vécu passé qui, effectivement, l'a amené à vivre ce qu'elle vit ici et maintenant. Non, mais je comprends très bien votre raisonnement. Le point d'interrogation, c'est effectivement que ça suppose que nous-mêmes, nous soyons capables de régresser mais au niveau de notre mémoire et de demander à notre corps de se mettre dans l'état où nous l'avions laissé à telle époque. Alors je vais essayer d'être un peu plus précis. Excusez-moi, oui. En fait, ça serait plutôt, en quelque sorte, de mettre en relation le ici et maintenant de la personne avec le ici et maintenant dans le passé. Voilà, c'est ça, oui. Comme dans un thème astral d'ailleurs, Caroline vous dira, on met les transits d'aujourd'hui en rapport avec le thème natal. Oui. Et alors l'avantage, c'est que ici et maintenant, où aujourd'hui, cette personne-là a beaucoup de ressources pour faire face à ce qu'elle avait vécu, qui était problématique pour elle. Déjà. Mais ce qu'on essaie de comprendre, c'est en fin de compte, nous aurions une sorte de mémoire extrêmement pointue, année par année quasiment, de ce qui nous est arrivé, d'imprégnation de ce qui nous est arrivé année par année ou 5 ans par 5 ans, je ne sais pas, et qui pourrait être lu par les gens qui savent le lire. Voilà, tout à fait. C'est comme une piste, c'est une investigation. Oui. On va suivre une espèce d'investigation pour retrouver la trace de la cause
Oui. les problèmes de la personne. Oui, d'accord. Et on va sur ça à la trace, effectivement, Oui. on met sur des événements. Et généralement, ce sont des événements que la personne a eu du mal à gérer, des blessures qui restent trop ouvertes. Et ensuite, on va chercher quel est le meilleur outil qui va nous permettre de rééquilibrer ces mémoires dans le passé et pour que, effectivement, il n'y a plus ce phénomène de répétition ou que un événement qui soit ressemblant et qui la mette dans un état hors d'elle ne se reproduise plus, qu'elle puisse rester, effectivement. Donc la notion de répétition n'est pas forcément une mauvaise chose nécessairement. Enfin, pour les astrologues, notamment moi qui suis dans l'astrologie, dire à quelqu'un qu'il va retrouver quelque chose qu'il a eu dans le passé n'est pas forcément négatif. Il peut reprendre possession de quelque chose qu'il avait perdu. Ouais, c'est un petit peu ça. Nous, c'est à travers ce travail, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça permet aux personnes de se réconcilier avec leur corps, avec leurs émotions, avec leurs sentiments. Et je voudrais poser une dernière question. Qu'est-ce que pense le milieu scientifique de ce domaine? Parce que bon, comment ça se passe quand vous dialoguez avec d'autres professions? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu, si on peut dire? Bon, moi je sais qu'on travaille dans des domaines qui ne sont pas forcément reconnus, mais j'aimerais bien avoir le point de vue. Quel regard le monde scientifique, le monde médical, le monde psychologique porte sur ce que vous dites, sur les travaux de ce chercheur? Le monde scientifique ne reconnaît pas il est sceptique? Où est-ce que ça coince? À quel niveau ça coince? Je pense que ça coince sur la preuve scientifique. Oui. Je crois que, en fait, la science, entre guillemets, ne s'est pas vraiment penchée sur... Est-ce que l'idée même de mémoire de ce qui nous est arrivé, mémoire corporelle, est-ce que ça passe ou pas, ça? Est-ce que l'idée qu'on a une mémoire, que notre corps a gardé la mémoire de ce que nous avons vécu, est-ce que ça passe, ça? Contre ça, je pense que ça passe. On le sait que tout ce qu'on a vécu est mémorisé par le corps. Alors ce qui ne passe pas, c'est l'usage qu'on peut en faire ou Ce qui ne passe pas aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de discuter oui, j'imagine, oui. des personnes qui sont sceptiques, qui ne croient oui. pas du tout. Oui. Donc déjà, il y a un phénomène de croyance même chez les scientifiques. Oui. Voilà. Qui joue. Donc, alors, ils croient ou ils ne croient pas. C'est plutôt embêtant pour un scientifique. Mais bon, voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a un scepticisme qui est là, qui fait que, qui empêche qu'il y ait vraiment une vraie, comment est-ce que je veux dire, une vraie étude, effectivement, qui sera valable. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des études qui ont été faites, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie, et qui ont tendance vraiment à valider aussi bien le test musculaire qu'un certain nombre de travail dans le monde de la kinésiologie. Par contre, ce sont des travaux effectivement qui ne sont pas accessibles parce qu'ils sont en anglais généralement ou en russe et effectivement c'est là que ça passe. Mais bon, c'est pas vraiment grave parce que ça ne nous empêche pas du tout d'aider les personnes. Parce qu'il y a d'autres domaines qui, est-ce que vous devez être au courant un peu, quelles sont les autres disciplines où on a cette question de régression, de retour en arrière? C'est pratiqué en hypnose, je crois qu'on peut faire ça aussi, par exemple. C'est pratiqué en hypnose, c'est pratiqué en analyse transactionnelle. Ah oui, d'accord, quand même, oui. Mais c'est des régressions d'âge. C'est-à-dire la personne se retrouve dans l'état oui. Oui. Mais ça, c'est pas ça qui se passe là. C'est pas du tout ce qui se passe. Ah bon, parce que j'ai essayé de préciser encore un peu plus, parce que je crois qu'on n'a pas complètement fait la différence. Alors, de la récession d'âge, oui. Et non pas régression. D'accord, alors donc derrière ces mots, qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est qu'en fait, on va venir investiguer dans les mémoires, mais la personne, elle va rester telle qu'elle est, ici et maintenant, et ça va pas, elle va pas rentrer forcément dans l'état physique. Oui, c'est-à-dire que son corps, lui, on peut régresser au niveau du corps, mais pas au niveau du mental, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. C'est que mentalement, elle est toujours avec vous aujourd'hui, mais son corps, lui, nous parle de quelque chose qui est ancien. Voilà, c'est le corps lui-même qui va nous en parler, mais la personne va rester. Oui, voilà. Alors que dans d'autres disciplines, dans d'autres parcours, c'est carrément la personne elle-même qui n'est plus là aujourd'hui. Enfin, qui est... Exactement. Ah oui, d'accord. Et ce que moi j'ai pu remarquer
par rapport au travail de régression d'âge qui se fait parfois dans d'autres disciplines, c'est que ce n'est pas parce que vous faites une régression d'âge que vous modifiez les choses. Parfois, cela règle le problème, mais parfois ça ne le règle pas. Ah oui. Pour moi, c'est pas suffisant. Ouais. Pour moi, il y a une équilibration à faire à ce moment-là. Il peut y avoir certains besoins, donc il faut combler ces besoins. Il peut y avoir effectivement des équilibres physiques, émotionnels, mentaux. Et c'est ça qu'on apporte, c'est cette dimension-là. On apporte en plus. Et en plus, absolument pas de manière dangereuse, puisque la personne ne rentre pas dans des états. Oui, voilà. Mentalement, elle n'est pas secouée. Elle n'est pas secouée mentalement, là. C'est pas une anesthésie générale. Non, voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fin de compte, c'est une expérience à tenter. Hein. Je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut dire de mon. Qu'est-ce que je peux retrouver de moi, sur comment on peut travailler sur mon passé, parce que le passé est toujours un peu lourd. Qu'est-ce qui peut être débloqué dans mon passé en retrouvant ce moment-là. Bon, cela dit, effectivement, on reste quand même dans l'expectative, on se dit mais comment on y arrive et comment c'est possible. En tout cas, vous donnez envie d'essayer. Et en fait, c'est très simple. Oui. Il y a juste effectivement un coup de main à prendre pour apprendre à tester. Vous voulez dire que c'est très simple de devenir kinésiologue ou de très simple. Apprendre la technique n'est pas compliqué. Ah oui, d'accord. C'est pas très compliqué. Est-ce que vous voulez dire que tout le monde pourrait être. Enfin, c'est pas le but, ce n'est pas essentiel que tout le monde le devienne, si. Parce que de toute façon, vous-même, vous ne pouvez pas vous travailler vous-même, si. Ça peut arriver, oui. On peut apprendre à s'auto-tester. Ah, on peut s'auto-tester. Vous pouvez par exemple vous dire, mais vous voulez retravailler sur quelque chose que vous avez vécu il y a 30 ans, et vous vous mettez vous-même dans cet état. Mais je vais vous dire franchement, on rentre pas dans des états spéciaux, on reste tel qu'on est. Hein. Oui, non mais j'essaie de tourner un peu. Oui, non mais j'ai du mal à croire ça. Moins bien lorsqu'on travaille tout seul. Parce qu'il y a un problème de subjectivité. Oui, voilà. Il vaut mieux passer avec quelqu'un, mais peut-être quelqu'un à qui vous vivez. Enfin, oui. Bon, bah, écoutez, vous nous ouvrez un horizon. C'est intéressant, en effet. Alors peut-être que ça vous a intéressé le lien avec l'astrologie, parce qu'il y en a un, bien sûr. Ah bon, bah alors je n'osais même pas vous le demander. Puisque nous travaillons avec les énergétiques chinoises. Oui. L'énergétique chinoise elle-même est en relation avec les astres. Chaque méridien correspond. Et je pense, à mon avis, que les Chinois ont créé l'acupuncture en observant les astres. Ah oui. L'observation. Ah oui. L'observation. On travaille avec les 5 éléments, les 5 directions, d'accord. Oui. Et bien sûr, je pense qu'on retrouve cette dimension-là aussi des 5 éléments dans l'astrologie. Oui, bien sûr. Enfin, l'astrologie chinoise, en tout cas, oui. Oui. À moins que ce soit le contraire, à moins que ce soit des emprunts. Ben bon, ça peut être des emprunts. Parce que la question, il y a toujours le problème de l'emprunt. On récupère une information, on la récupère. Bon, c'est pas facile d'écrire l'histoire. La culture, par exemple, on sait que tel méridien correspond à telle planète. Et donc on a des correspondances. Parce que vous-même, vous avez une formation d'acupuncteur au départ, monsieur Ramirez. C'est ça. Oui, d'accord. Et ça vous a aidé pour passer à la kinésiologie. Oui. Et ça m'aide toujours d'ailleurs. Ah, d'accord. Alors, il y a beaucoup de kinésiologues en France, Ricardo. Il y a des colloques, des colloques ou des rencontres entre. Il y a des colloques, il y a un congrès tous les ans, il y a une fédération française de la kinésiologie. D'accord. Oui, et tous les ans on rencontre, bien sûr. Oui, et bien sûr, ça progresse, hein, c'est quelque chose qui continue. Il y a des recherches, il y a des avancées. Oui, il y a d'excellents créateurs français qui continuent à faire progresser la kinésiologie. Est-ce qu'on a inventé des appareils qui mesurent ou qui provoquent, je ne sais pas, ou est-ce que on est dans le domaine du langage, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la... je sais pas vraiment, il y a par exemple là quelqu'un qui a inventé une baguette, vous savez, il y a le groupe Axum là, ils ont l'antenne de l'échelle, je sais pas quoi, qui est censé... En fait, nous on a un outil magnifique qui est le test musculaire.
Mais les tests musculaires, c'est quoi? Ça se présente sous quelle forme? C'est une liste de mots? Et on va venir tester les muscles. Mais c'est une espèce de manuel, c'est quoi? Non, mais pas du tout, mais je peux vous montrer. Oui, montrez-moi, oui. Comment ça fonctionne. Je peux vous montrer sur vous-même. Oui. Voilà, À ce moment-là, il faudrait qu'on voilà. filme, que votre collègue nous filme. Voilà, On va arrêter alors.